Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur l'Anteus? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, la première chose qu'on regarde généralement, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. On a une croissance des revenus. Vous connaissez la chanson. La croissance provient d'où? Quel type de produit on vend présentement? Est-ce que ça va continuer? OK? Donc, toujours aller vérifier d'où provient la croissance avant de se projeter. Ici, on voit clairement qu'on a une accélération de la croissance, surtout à partir de 2020, enfin, aux alentours à partir de 2021. Donc, est-ce que la croissance de la marge des revenus est également, va de pair également avec la croissance des marges brutes en termes de pourcentage ou la stabilité des marges brutes? Ici, on a une croissance des marges brutes. Donc, non seulement les revenus sont croissants, les marges brutes sont également croissantes, donc c'est-à-dire que l'entreprise a un pricing power. OK, maintenant ça provient d'où? Est-ce que c'est durable? Du point de vue bénéfice net ici, est-ce que nous avons des bénéfices nets et des free cash flow qui vont dans le même sens? On vérifie, on met ça en yearly, voilà, même graphique, on les pose comme ça. Alors ici, on voit que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les bénéfices nets. On aime également ça. Donc, du point de vue volume ici, qu'est-ce que ça donne en termes de pourcentage? On peut également voir ici que les marges de bénéfices nets augmentent. Vu que les free cash flow sont généralement plus élevés, on peut s'attendre ici à des marges de free cash flow plus élevées. En termes de marges EBITDA, est-ce que les marges brutes sont croissantes? OK, en termes de pourcentage. Également ici, est-ce que les marges EBITDA suivent à peu près le même sens? Oui, on a des marges EBITDA de 43%. Mais attention, j'aime toujours comparer la marge brute et la marge EBITDA, histoire de voir à peu près quelle est la différence ici entre les deux. S'il y a pas une... Parce que parfois, on peut avoir des erreurs sur ce genre d'agrégateur. OK? Mais vous remarquez que les marges sont extraordinairement élevées. C'est intéressant. Maintenant, du point de vue prévision, est-ce qu'on s'attend à avoir des marges élevées dans le futur? Donc, je vais juste aller voir ça ici rapidement. Ça reste une estimation, hein. Donc, le but d'une analyse quantitative, c'est de voir si l'entreprise nous intéresse en vue d'un approfondissement ou pas. OK? Donc, en aucun cas, on va acheter une entité uniquement après avoir effectué une analyse quantitative. OK? Donc, ici, du point de vue marge brute, on constate que les marges brutes, on s'attend à peu près à une stabilité aux alentours de 70%. Une augmentation, je dirais même au niveau des marges brutes. Ensuite, au niveau des marges EBITDA, également quelque chose aux alentours de 42% par là. Mais attention, ils ne sont pas nombreux, les analyses sur ce dossier. Donc, il faut faire très attention par rapport à ces prévisions-là. OK? Donc, mais on s'attend quand même à des marges brutes aux alentours de 43%, à des marges EBITDA aux alentours de 43%. Ça semble être durable selon les prévisions. On ira vérifier au cas où on veut faire une analyse plus approfondie. Qu'est-ce que l'entreprise fait, la géographie d'opération, le type de produit qu'on vend présentement, est-ce qu'on a un pricing power, est-ce qu'on a un effet volume, un effet prix couplé, voilà. Donc, il y a énormément d'éléments à aller regarder au-delà des chiffres. Mais au moins, les chiffres nous permettent déjà de poser certaines questions. Ensuite, on va regarder ici le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Le nombre d'actions augmente. Pour une entreprise qui gagne de l'argent, il faut faire attention. C'est pourquoi est-ce que ce nombre d'actions a augmenté? Est-ce qu'on a fait une acquisition quelque part? Je ne vois pas d'acquisition ici. Donc, pourquoi est-ce qu'elle a augmenté le nombre d'actions? Surtout si elle avait des free cash flow déjà positifs à cette période-là. Quel est le but ici d'augmenter le nombre d'actions? Sauf ici, si la dépense en capital ici est assez élevée. La dépense en capital, la dépense en capital ici de croissance était assez élevée. Je ne sais pas. Je me pose juste la question parce que je n'aime pas ça. OK, je ne suis pas féru ici des entreprises qui donnent des actions gratuites. Je ne sais pas quoi. Je veux que les entreprises rachètent leurs actions ou bien ne fassent rien du tout. OK, je veux que le nombre d'actions reste à peu près stable. Ou bien si le nombre d'actions augmente, il faut qu'il y ait une bonne raison derrière. Et la raison ici, donc, si le nombre d'actions augmente parce qu'on a fait une acquisition, il faut absolument que l'acquisition de l'entreprise ici qu'on a rachetée, il faut absolument que les bénéfices nets par action ne changent pas. C'est-à-dire que si quand j'avais 1 million d'actions, j'avais à peu près $1 par action. Si en augmentant le nombre d'actions, à savoir, si je passe à 2 millions d'actions, je ne veux pas me retrouver ici avec 0,5 $ par action, mais plutôt au moins $1 par action. Il ne faut pas que mon bénéfice net par action change. C'est pour ça que j'aime bien également regarder ça sur Fastgraph. Ça me permet de voir à peu près rapidement si l'entreprise a tendance à avoir des bénéfices nets en termes de bénéfices par action croissants. Et on peut voir ici que c'est le cas. Du point de vue prévision ici, c'est un business qui a tendance à être assez prévisible.
on va se dire ici, 70% du temps ici, ils ont raison. Surtout, aller regarder les dernières périodes. Est-ce qu'ils ont raison sur les dernières périodes ici? Parce que le business peut avoir changé entre-temps, d'accord? Un peu comme les business à la STM qui étaient moins prévisibles avant à peu près, qui étaient moins prévisibles sur les 10 dernières années. Je pense qu'elle est plus prévisible sur les 4 ou 5 dernières années ici. Tout simplement parce que le business a un tout petit peu changé ou bien il est mieux géré maintenant. Donc, si vous constatez que 2020 et 2021, en termes de bénéfices nets, en termes de prévision ici, on n'a pas eu exactement ce qui est les bénéfices nets attendus. OK, donc avec une grosse, il y avait eu quand même aussi une grosse surprise. Hein. Donc, faites attention à ces prévisions-là. OK, il n'y a pas énormément d'analyse sur le dossier. OK, donc quand on regarde ici du point de vue en termes par rapport aux bénéfices nets attendus en 2022, et là, ça me fait tiquer un tout petit peu. Parce que, regardez, on a littéralement eu une explosion des bénéfices. Je dis bien une explosion. Avant, on était à $1 par action. Là, on se retrouve à avoir du 4, du 6, et on s'attend à du $6 par action sur les mois à venir. Si c'est durable, nous avons une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. J'ai bien dit si c'est durable. Pourquoi? Parce qu'en date d'aujourd'hui, on me demande de payer 60 $, un business, 60,50 $, un business qui pourrait me rapporter à peu près $7,29 par action. Alors, c'est à peu près du 11% par là. Donc, si ce business est prévisible, si on maintient juste les marges actuelles, ça peut être intéressant ce prix-là. OK? Ça peut être intéressant. Donc, l'entreprise ici exerce dans le secteur de Healthcare Equipment and Supply. Donc, ici, vendeur d'équipements et de consommables. Quel type d'équipement on vend ici? Et pourquoi est-ce qu'on favorise nos produits plutôt que les produits de la concurrence? OK? C'est toujours intéressant à les regarder. On n'a pas regardé la dette ici. Du point de vue dette net ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Dette net sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a ici? Enfin, dette net, on a du cash net. On n'a pas de dette net ici. Donc, on aime bien ça. Donc, j'aime également regarder ici le retour sur investissement des capitaux, sur les capitaux investis ici. Donc, on constate qu'en moyenne, je dis bien en moyenne, la médiane, c'est 17%. Actuellement, nous sommes à 34%. Et on espère qu'on aura à peu près la même chose sur les mois à venir. Donc, est-ce que ça sera le cas? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est bien parti. Mais ce n'est pas la première fois que l'entreprise a eu à avoir ce genre de marge. Donc, il faut aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans ce business-ci sur les derniers mois, avant de se projeter dans l'avenir. OK? Maintenant, combien de fois les bénéfices je vais payer pour ce genre de business? Alors, en moyenne, ici, vous pouvez le voir ici, c'est un business qui avait tendance à se négocier entre 16 et 17 fois les bénéfices par là. Bon, si on est trop pessimiste, on va se dire 15 fois les bénéfices. OK? Mais sachez que en mettant 15 fois les bénéfices, je suis très méchant, on va le dire comme ça. OK? Donc, de façon réfléchie en termes de pourcentage, est-ce que vous êtes satisfait de payer aujourd'hui un business qui pourrait rapporter $7 par action à $60,46? Bien sûr que oui. Moi, je suis bien content de le faire, surtout qu'il n'y a pas de dette ici. Donc, tout va maintenant se jouer au niveau du business model. D'accord? Tout va se jouer au niveau du business model de cette entité. OK? Donc, idéalement, si on reste à peu près aux alentours de 15 fois les bénéfices, on pourrait aller à $109 à l'action. OK, peut-être même bien plus que ça. Donc, tout va se jouer au niveau du business model. Si vous le comprenez ici, tant mieux. Actuellement, elle ne verse pas encore de dividendes, mais il y a de grandes chances qu'elle le fasse ici à long terme. N'oubliez pas également qu'il faut comparer également les free cash flow. D'accord? On va se dire ici que par rapport au free cash flow, on pourrait s'attendre, quand on prend 15 fois les bénéfices par rapport au free cash flow attendu, on tombe plutôt sur les $76. Donc, ça dit qu'il y a généralement un impact ici au niveau du BFR. Il pourrait avoir un impact ici au niveau du BFR. De toute façon, vous pouvez le voir... si on va regarder au niveau de Financial Testament, Cash Flow Testament, qu'est-ce qu'on a ici? Dépréciation, amortissement, c'est ça. Donc ici, les taxes ici, différées, sont là. Besoin en fonds de roulement, il est ici. Donc vous voyez qu'on a 111 millions ici d'impact négatif. Attention, le besoin en fonds de roulement peut également on peut également avoir un impact positif. Ici, on dit les recevables ont augmenté. Donc, c'est-à-dire que présentement ici, certains clients nous doivent de l'argent. On va le dire comme ça. Donc, on a vendu ici à crédit. L'inventaire également a augmenté. OK? Et cet élément-ci, généralement, il faut aller vérifier qu'est-ce qui est inclus à l'intérieur. OK? Parce qu'il vous donne soit la précision. Donc, ici, on met ça au niveau des orders. Mais attention, c'est quand même 80 millions par là. Et ça augmente littéralement. Donc, faites attention. Il faut toujours aller vérifier ce côté-là. OK? Donc, dans tous les cas de figure, quantitativement, ça semble intéressant. Quantitativement, ça semble intéressant. Moi, je comprends pourquoi l'abonné en question me l'a proposé. C'est une entreprise qui est intéressante quantitativement. Maintenant, est-ce que tu comprends le business model? Est-ce qu'il te parle?
Est-ce que tu penses que ce business model-là a de l'avenir? Est-ce que tu penses que le produit vendu ici a de l'avenir? Est-ce qu'on en a plusieurs? Est-ce qu'on est assez diversifié au niveau des produits? Je fais exprès de ne pas parler du produit en particulier. Parce que je sais une chose, c'est que si les chiffres vous intéressent, vous allez aller creuser. La première chose que vous allez vérifier, c'est que fait l'entreprise en question, qu'est-ce qu'elle fait? Vous pouvez vous servir ici de FastGraph en passant par là et aller vérifier l'Anteus. Voilà, vous avez à peu près ça ici. Vous allez sur About, vous allez trouver à peu près ce qu'on fait ici, ou bien vous allez sur Investor. OK? Donc, n'oubliez pas. Pour ceux qui sont intéressés ici par FastGraph, en description de la vidéo, vous avez ceci. Vous avez la possibilité d'avoir 25% de réduction sur FastGraph, d'accord, avec un nouvel abonnement, bien sûr. On a tous une seconde adresse courriel ici. Donc, même si vous êtes déjà abonné à FastGraph et que, voilà, techniquement, vous n'avez pas encore pris d'abonnement payant ici, vous pouvez utiliser ce lien d'affiliation, OK? Vous cliquez sur le lien, mais n'oubliez pas d'appliquer ce code, OK? Donc, les deux vont ensemble. Donc, je clique là. Et j'applique le code au niveau du checkout. Vous avez 7 jours ici. Vous pouvez également le tester ici pendant 7 jours. Ça vous permet ici de pouvoir voir en un coup d'œil ici si l'entreprise est intéressante quantitativement ou pas. Par exemple, quand je prends l'Anteus ici, ça semble être intéressant. Mais si je prends par exemple une entreprise comme, comment elle s'appelle encore, Eutelsat, OK, vous pouvez voir ici qu'au niveau de... Voilà, au niveau de Eutelsat, on a des bénéfices, on a des bénéfices nets de moins en moins élevés. Les prévisions ne sont pas bonnes du tout. Et en termes de free cash flow, qu'est-ce qu'on a ici? Vous pouvez voir ici qu'en termes de free cash flow, on s'attend à rien du tout pour les mois à venir. Donc, il est tout à fait normal ici qu'on supprime ce dividende-là. Et encore, on peut aller regarder ici au niveau de la dette. Bref, on a déjà travaillé sur Eutelsat ici. En tout cas, le lien est dans la description de la vidéo. C'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.